Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je vous laisse entrer tranquillement. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bien. Merci, c'est un plaisir. Attends les autres. Oui, on attend juste 2 minutes le temps que tout le monde rentre. Allez-y, allez-y. Faut quand même renommer. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Merci. Voilà. Ah, vous souhaiterez qu'on diffuse la vidéo du coup, ou Monsieur Kamal? Oui, Oui, bon. je vous écoute. On diffusera aussi votre vidéo? Oui, si vous voulez. Ok, On a choisi plutôt l'option de consacrer les 5 minutes pour un pitch. ok. On avait compris qu'on avait le choix Oui, et que les gens... Ouais, si vous voulez bien. ça marche. Bah, au pire, on peut aussi l'envoyer dans le chat. Comme ça. Oui, voilà. On a supposé que les gens l'ont déjà consulté et on préfère Ça consacrer les 5 marche. minutes pour en discuter. Ok, on aura peut-être même un peu plus de temps. Tant mieux parce qu'on est sur du 6 minutes. Ok, bon, bah, je vais démarrer cet atelier bâtiment et construction durable. Donc, bonjour à tous et à toutes, je vous vois arriver tranquillement. Merci de vous joindre à nous pour cet atelier qui se tient dans le cadre de notre sommet Climate Change Afrique 2021, qui a donc lieu en format virtuel cette année. On avait prévu de le tenir à Dakar, comme vous le savez sûrement déjà, mais cela n'a finalement pas été possible à cause de la COVID-19 au Sénégal. Mais nous espérons pouvoir faire en sorte que ça ait lieu l'année prochaine, à l'automne 2022, pour notre prochain sommet Climate Change Dakar. Donc, je dis ça tout de suite parce que on aimerait bien avoir en tête justement cette idée de préparer, utiliser cette année préparatoire pour faire en sorte de redynamiser peut-être cette coalition Climate Change qui travaille sur le bâtiment et les constructions durables. Donc, un grand merci pour votre présence et à cet atelier et je vous souhaite tous bienvenue. Donc, l'idée de cet atelier d'aujourd'hui, c'est tout d'abord de rassembler donc, ces acteurs de cette coalition bâtiment et construction durable. Cet atelier a été co-organisé du coup avec Global ABC, qui est représenté aujourd'hui par Jonathan Duin, qui est là avec nous, qui présentera aussi en début de session. Et cet atelier aussi a comme objectif d'être assez interactif. Donc, le chat est ouvert. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à nous faire part le long de l'atelier, n'hésitez pas à écrire directement dans le chat. J'ai oublié de mentionner aussi, on a une interprétation simultanée disponible. Donc, si vous avez besoin de suivre cet atelier en anglais, vous pouvez en cliquant sur le globe en bas de l'écran en choisissant votre langue. Je dis ça rapidement en anglais. If you need to follow this session in English, you can click on the globe at the bottom of the screen where it says interpretation and choose the language that you wish to follow this session in. Donc, on aura majoritairement des francophones aujourd'hui, mais on aura aussi des anglophones, donc n'hésitez pas à utiliser si vous en avez besoin. Donc, je remercie du coup l'ensemble des autres organisations qui sont présentes avec nous aujourd'hui, donc EFAGE Sénégal, l'ADEME aussi qui est avec nous, puis la ville de Dakar, qui vont tous faire des présentations. Mais nous avons aussi des porteurs de projets tels que NTIB, qui va nous faire part de leur projet très intéressant que vous allez voir tout à l'heure. Donc,
j'ai déjà dit qu'on veut que ce soit très interactif, donc n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de cet atelier. Je commence en fait tout de suite par donner la parole justement à Jonathan, qui va nous faire un petit topo sur la stratégie de Global ABC en vue de la COP26. Donc voilà, Jonathan, vous avez environ 8 minutes. Pardon, 10 minutes. Attends, il faut que je trouve le bon écran. Désolé, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. OK, là, je pense que je suis bon. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Non, je pense que vous ne voyez toujours pas l'écran que vous devez voir. Si, je pense que c'est bon, Jonathan. On voit Building to COP26. Vous voyez la présentation? Oui. D'accord, OK, très bien. Dans ce cas-là, c'est bon. Je m'excuse d'avance, mais je ne sais pas si je dois m'excuser, mais je vais, même si mon français est tout à fait bien, je vais quand même présenter en anglais parce que ma présentation a été préparée en anglais et que je n'ai pas eu le temps de la préparer en français et que c'est un peu difficile si je dois faire la présentation en français. Par contre, n'hésitez pas au niveau des questions, tout ça, en français, il n'y a aucun souci et je pourrais éventuellement répondre à des questions aussi en français directement. L'objectif de la présentation, c'est essentiellement un peu de… Bon, peut-être j'ai quelques slides sur l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction durable, donc la Global Alliance for Buildings and Construction. Mais essentiellement, ce que l'on voulait mettre en avant, c'est qu'est-ce qu'on est en train de préparer dans le contexte de la COP26 qui aura lieu début novembre à Glasgow et comment on veut notamment mettre en avant toutes les questions des bâtiments comme un des éléments clés pour pouvoir atteindre, on va dire, nos objectifs au niveau de la Convention climat. Donc, voilà. Pour rappeler un peu, donc, switching to English, sorry. Alors, je passe à l'anglais. Le secteur de la construction des bâtiments pèse lourd dans l'adaptation, responsable d'environ 40% des émissions de CO2 et 35% de l'énergie. En plus de cela, bien sûr, le secteur du bâtiment est sous pression par rapport au changement climatique, y compris, bien sûr, le nombre de personnes qui vivent dans des bidonvilles et qui sont donc davantage exposées au changement climatique, etc., aux aléas climatiques. Bien sûr, il est important que cela joue un rôle important, bien sûr, pour avoir des services adaptés, l'éducation, la culture. Donc, ces populations doivent pouvoir accéder à ces services. Donc, ce sont vraiment des éléments clés pour ces infrastructures. C'est aussi un secteur clé, bien sûr, le bâtiment pour l'économie à cause des emplois que cela crée. Et bien sûr, tout ça dans le contexte de la reprise économique après le Covid-19, ce que nous voulons vraiment appuyer, c'est que lorsque nous regardons la relance économique après la pandémie, nous voulons reprendre la construction, mais reprendre la construction autrement et mieux, et faire mieux les choses qu'avant. L'ambition du secteur n'est pas suffisante pour le moment. Aujourd'hui, si vous regardez les contributions, les engagements des gouvernements en termes de réduction des gaz, même si ces décisions sont mises en place, 60% seulement des émissions liées au secteur de la construction seraient donc ciblées. Donc, nous voulons mettre ces engagements en pratique et cela demande bien sûr encore des efforts conséquents et ça ne se passe pas en un jour. Une autre chose, bien sûr, c'est que la plupart des bâtiments qui doivent encore être construits dans beaucoup de pays, si on voit les villes qui grandissent, peut-être la moitié des
bâtiments qui seront là en 2050 doivent encore être construits. Donc, il y a des constructions majeures qui doivent encore avoir lieu dans les années à venir, ce qui veut dire que pour le moment, nous avons cette fenêtre assez critique et assez étroite pour pouvoir rentrer dans cette transformation avec une décarbonisation suffisante pour les constructions futures. C'est pour cette raison que l'Alliance globale donc pour la construction et le bâtiment, le Global ABC, a été établie lors de la COP 21 par le gouvernement français qui avait invité l'UNEP et d'autres acteurs à mettre vraiment à l'ordre du jour le bâtiment de la construction sur l'agenda de la COP. Aujourd'hui, nous avons presque 200 membres, y compris donc dans 33 pays en Afrique comme le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal par exemple, le Maroc également et d'autres. Et nous continuons bien sûr d'inviter d'autres pays à rejoindre cette alliance, le Global ABC, dans cette course à l'émission zéro dans ce secteur. Quels sont nos objectifs? Bien sûr, c'est d'être un défenseur mondial, un catalyseur pour la transformation mondiale et pour rassembler derrière nous les différents acteurs, être une plateforme sécurisée pour établir des objectifs et pour pouvoir faire le suivi des progrès, pour aider les pays aussi à établir des cibles en termes d'atténuation, d'adaptation dans le secteur du bâtiment et aider bien sûr les pays à prioriser leurs actions, à partager les meilleures pratiques et les leçons à tirer des autres partenaires. Nos activités clés, d'un côté, nous sommes là pour aider les pays à établir leurs cibles avec une feuille de route du Global ABC. Je vous en donnerai d'autres précisions tout à l'heure. L'autre objectif, c'est d'être un catalyseur pour augmenter la collaboration dans le secteur du bâtiment et de la construction, qui est un groupe de plusieurs parties prenantes, de plusieurs acteurs. Et ce n'est pas toujours facile de faire travailler tout le monde dans le même sens, dans la même vision. Donc, ce que nous faisons vraiment, c'est d'essayer de rassembler ces partenaires, le secteur privé, par exemple, pour les faire travailler ensemble avec les chercheurs, avec les gouvernements pour faire avancer ce secteur et la décarbonisation, notamment de ce secteur. Nous faisons le suivi également des progrès. Nous produisons un rapport sur les progrès en termes de changement climatique. Nous ne sommes pas encore tout à fait là où nous voudrions être. La nouvelle édition de ce rapport sera publiée le 13 octobre prochain. Il y a eu quand même pas mal de progrès en termes de politique dans ce sens. Par exemple, les atténuations aussi, mais malgré cela, les émissions continuent d'augmenter. Le dernier point, c'est d'être vraiment un défenseur au niveau mondial, c'est-à-dire d'avoir un engagement en tant que défenseur militant au niveau global, comme par exemple auprès de la COP. Alors, nos cibles, ce que nous avons mis en avant jusqu'ici, ce sont des feuilles de route qui montrent le cadre et le procédé pour une approche compréhensive, inclusive dans le secteur du bâtiment, selon le cycle de vie, dont nous avons plus de 700 experts qui sont impliqués dans ce processus pour justement identifier les 8 catégories que vous pouvez voir ici comme étant les domaines clés qui doivent être abordés ensemble pour avoir une transformation complète du secteur. Les feuilles de route sont là pour donner des inspirations à court terme et à moyen terme et des cibles à plus long terme, ainsi qu'un calendrier de ces actions. Notre feuille de route va jusqu'en 2050 avec des étapes intermédiaires à 2030, avec des cibles intermédiaires et des cibles également à plus long terme jusqu'en 2050. Ce que nous voulons faire réellement,
c'est d'essayer d'arriver à cette cible d'émissions zéro d'ici à 2050, qui est toujours un défi, qui reste un défi, mais nous sommes dans cette course et nous continuons. Cela demande à ce que les secteurs et les acteurs différents puissent travailler ensemble. Alors, pour parler un peu plus de notre plaidoyer en vue de la COP, notamment à la COP 26, pour la première fois, nous aurons un jour dédié aux villes et à l'environnement. Il y en avait un lors de la COP 21 pour le secteur de la construction du bâtiment. Et dans ce contexte actuel, cette COP, bien sûr, qui est importante pour nous, puisque nous avons l'occasion de mettre le programme de la construction au cœur des négociations. Donc, ça fait vraiment partie de l'agenda de la présidence de la COP, de cette COP britannique. Donc, nous avons travaillé avec plusieurs sur la préparation de cette journée pour les villes et nous voulons également faire d'autres événements autour des 2 semaines de la COP. Notre intention est donc de pouvoir à chaque moment pouvoir parler des liens, c'est-à-dire chaque jour, c'est-à-dire de faire le lien entre cela et les autres thématiques du jour. Par exemple, le 3 novembre, on parlera des finances, mais nous voulons être sûrs d'avoir suffisamment d'événements autour desquels nous pourrons communiquer, c'est-à-dire parler des finances en lien avec le secteur de la construction, par exemple, le 2e jour sur l'énergie, la nature, les solutions basées sur la nature. Donc, nous avons des messages ciblés et des événements ciblés en lien avec chacun de ces sujets. Nous allons également organiser le dernier jour une table ronde mystérieuse et nous sommes en train de développer un engagement pour que les pays puissent, lors de la COP en particulier, apporter des sujets et avoir des discussions avec les ministres. Nous aurons également une table ronde pour les dirigeants, les managers où les CEO, donc les PDG, pourront montrer leur engagement dans ce secteur pour vraiment adresser la question du changement climatique dans le secteur du bâtiment et de la construction. Alors, lors de cette journée, nous allons travailler avec les différents partenaires que vous voyez ici, C40, les villes C40, qui est une alliance donc de villes pour le changement climatique, avec le WBCSD, le Conseil de reconstruction, etc., toutes ces associations qui sont les acteurs clés avec lesquels nous voulons travailler pour faire l'ordre du jour. Et nous voulons travailler avec eux lors de cette journée particulière. La vision pour les villes, pour les régions et pour l'environnement de la construction à la COP26, c'est réellement d'établir l'environnement de la construction comme étant un rôle critique et transformationnel pour l'atténuation et la résilience. Comme vous le voyez, bien sûr, il y a le secteur critique de la construction, c'est-à-dire nous voulons avoir une voix et une ambition commune, c'est-à-dire avoir une voix du côté du gouvernement, mais également auprès des autres acteurs, avoir parlé d'une seule voix, notamment auprès du secteur privé. Nous voulons également montrer que nous sommes tous engagés et que nous avons pris des engagements. Ce sera un moment pour nous où plusieurs annonces seront faites en termes d'engagement et de programmes à venir. Nous voulons également apporter plusieurs trajectoires d'action et de solutions. Il y a déjà plusieurs procédures qui sont déjà en route pour pouvoir apporter une vision au niveau de la COP 26, au niveau des différents secteurs, dont le secteur de la construction, avec plusieurs initiatives qui leur sont associées, par exemple la course à la résilience et la course à… je ne me souviens plus exactement du nom de cette initiative. Je vous le dirai tout à l'heure. Ce sont donc des engagements
notamment au niveau du secteur privé, qui sont là pour vraiment soutenir les trajectoires qui ont été décidées. Ensuite, nous voulons continuer de stimuler une collaboration radicale. C'est vraiment la vision qui a été discutée avec les différents acteurs, les différentes présidences qui se préparent pour ce sujet à la COP26, notamment pour cette journée dédiée aux villes et à la construction. Ça, c'est la page Internet qui a été élaborée pour la COP26. Il y a plusieurs événements qui auront lieu. Vous le savez peut-être, plusieurs semaines climat dans plusieurs régions. Je crois que la semaine prochaine d'ailleurs, je crois que c'est la semaine Afrique pour le climat. Il y aura donc plusieurs événements autour de cette journée ou de ce thème. Nous serons également présents pour représenter le secteur du bâtiment. Ce que nous mettons en avant au niveau de la COP, c'est les engagements des pays. Il y a déjà plusieurs engagements au niveau du secteur privé, de la part de plusieurs acteurs notamment, mais nous voulons vraiment aligner les engagements entre les différents acteurs et mettre en avant de nouveaux engagements ou des engagements plutôt mis à jour, si vous voulez, pour le secteur du bâtiment. Pour nous, le point focal, c'est de mettre en avant le fait d'augmenter les cibles et d'augmenter les actions par rapport au CDN. Donc, les pays s'engageront à fortifier, à renforcer au niveau de leur NDC, des CDN, leurs engagements dans le domaine du secteur de la construction pour créer un cadre des politiques et pour montrer également comment les pays peuvent montrer l'exemple, pour montrer que, bien sûr, les gouvernements ont un rôle à jouer important pour transformer ce secteur. Ce sont eux qui peuvent montrer l'exemple pour que les autres acteurs suivent. Un autre objectif, que ce soit dans la construction, dans le bâtiment, si les aspects de la durabilité peuvent être aussi impliqués ou inclus dans ces décisions, eh bien, cela peut aider d'autres acteurs à continuer sur cette même voie. Je parlais tout à l'heure des trajectoires. Ça, c'est avec notre partenariat avec Marrakech. C'est une feuille de route, si vous voulez, qui a été développée pour aider les parties, c'est-à-dire les autres organisations, pour pouvoir identifier les actions requises entre maintenant 2021 jusqu'à 2050 pour pouvoir justement atteindre notre vision, c'est-à-dire atteindre notre objectif de 1,5 degré. C'est-à-dire, oui, garder les niveaux à 1,5 maximum au niveau de la baisse de température. Et en lien avec cette trajectoire, nous avons également la course à la résilience et la course à zéro. C'est une manière d'amener les acteurs non étatiques autour de la table pour soutenir ces trajectoires et avoir leurs engagements. Comme vous le voyez ici dans la course à zéro, nous avons déjà un nombre important d'acteurs. C'est ce que je voulais vous présenter. Je pense que l'idée principale ici que je voulais communiquer aujourd'hui, c'est que nous continuons de rechercher d'autres acteurs qui peuvent rejoindre ces engagements. J'invite vraiment tous les acteurs à chercher des occasions de se joindre à ces engagements, que ce soit au niveau des engagements des acteurs non étatiques, mais également les autres engagements. Au niveau du secteur de la construction, Eva, je vais m'arrêter maintenant et je vais vous repasser la parole. Merci beaucoup, Jonathan. C'était très clair et très informatif et je pense que ça nous permet de voir vraiment le nombre de campagnes qui existent, en fait, justement pour renforcer l'action qui est déjà lieu entre différents types d'acteurs
Oui, non, c'est très bien, c'est très bien. Merci pour cette présentation. Et ça me permet aussi de passer la parole à Annie Jouga de la ville de Dakar pour qu'on puisse maintenant voir concrètement aussi ce qui peut être porté par des acteurs aussi sur le terrain. Et là, je vais tout de suite donner la parole à Madame Jouga en posant la question justement quels efforts ont été menés par la ville de Dakar en termes de bâtiments durables assez récemment. Donc, je vous donne la parole tout de suite, Annie, si vous êtes toujours là. Et je peux partager tout de suite l'écran pour votre PowerPoint. Merci Eva. Attendez, merci aux organisateurs pour l'invitation à ce forum. Vous voyez le PowerPoint? Oui, oui. Enfin, moi, je le vois, oui. Oui, c'est bon. Dans lequel on me demande de communiquer sur les constructions et bâtiments durables, le cas de la ville de Dakar. Alors, la vision de la ville de Dakar. Alors, c'est la diapo qui suit. Hein. La vision de la ville de Dakar. C'est un sujet, vision ville durable et résiliente. Le sujet a sûrement été bien partagé dans ce forum hier par des voix mieux autorisées que la mienne. Mais rapidement, globalement, il s'agit d'inscrire des politiques dans une gouvernance urbaine pour la transition énergétique et écologique et surtout d'impliquer le grand nombre d'acteurs, mais aussi pour essayer de servir de locomotive dans ce domaine-là. Alors, pour ce faire, la ville de Dakar s'est dotée d'outils pour y arriver, et notamment le plan climat, PCET, à l'instar de bien d'autres pays dans le monde. Ce plan climat, notamment, il s'agissait de définir un plan d'action, adapté aux effets des changements climatiques. Différentes actions donc ont été mises en place, et notamment en 2019, l'audit énergétique du patrimoine de la ville de Dakar, qui a concerné 6 bâtiments du patrimoine de la ville de Dakar. Il s'agissait de moderniser, améliorer et maîtriser tout cela autour de la problématique de l'énergie. À noter que parmi ces 6 bâtiments, il n'y en a qu'un seul qui date des années 70, tous les autres sont beaucoup plus récents. C'est le bâtiment du building communal, qui est le seul à avoir eu, dès le départ, une approche conceptuelle à grande qualité thermique. C'est ce bâtiment qu'on peut classer dans les architectures du parallélisme asymétrique, soudano-sahélienne, moderne, ou de grandes façades. Je suis désolée, j'aurais dû vous mettre des photos, mais j'ai été un peu prise de court. De grandes façades de protection avec des grands claustras. Les 4 façades sont protégées. Et ce qui aurait été intéressant dans cet audit, c'est qu'on puisse faire la différence entre ce bâtiment-là des années 70 et ceux qui ont été construits, après. Les résultats de cet audit, globalement, ont consisté à voir comment orienter la ville vers des économies d'énergie avec la diminution d'émissions de gaz carbonique. Et notamment, au niveau des changements d'éclairage, on est passé au LED,
de l'utilisation d'énergie renouvelable, mais également au niveau du changement comportemental de l'usager que la ville de Dakar a mis au cœur même de ses préoccupations. D'autres actions, comme des réhabilitations de bâtiments, donc d'autres actions, une action, un projet pilote avec la construction d'un bâtiment bioclimatique au centre de gériatrie de Ouakam. C'est un projet récent qui normalement devrait commencer, la construction devrait commencer, mais le projet architectural s'est adapté à la norme de bâtiment non énergivore et notamment dans sa conception, avec peut-être que c'est le moment de mettre la vidéo, Eva, dans sa conception avec en tenant compte de la bonne orientation, protéger les façades de grand ensoleillement, soleil levant, soleil couchant, préférencer une ventilation transversale, maintenir ou créer même un microclimat avec un patio à l'entrée qui sert d'accueil, où des arbres actuellement sont là et un minimum d'arbres seront démolis, mais aussi avec l'utilisation de matériaux locaux pour certains, comme les murs sont en BTC, en béton de terre compressé, des isolations thermiques avec des faux plafonds en plâtre, BA13, une isolation thermique multicouche de la toiture avec des TIFA, un double vitrage pour limiter les échanges solaires et une climatisation performante pour diminuer la consommation d'énergie. D'autres projets en gestation, notamment un projet avec le CAP 40, avec le C40, qui va orienter vers des infrastructures vertes et en équipant le bâtiment en énergie propre. Dakar, au-delà des projets de la ville de Dakar, Dakar doit apporter une réponse aux enjeux sociétaux et environnementaux, principalement en sensibilisant le grand nombre pour une meilleure appropriation de ces projets, de sa ville déjà, hein, ce qui est important, mais surtout, Dakar, c'est un héritage de tolérance qu'il faut protéger, et tous ces lieux doivent s'imbriquer les uns des autres et traverser les siècles avec dignité pour faire l'identité de Dakar. Et donc, la ville de Dakar a tout à gagner en rénovant plutôt que démolir pour reconstruire. On sait très bien que le speech d'avant moi a parlé des problèmes de démolition et d'autres en ont parlé, et de reconstruction, les impacts sur les effets d'émissions à gaz de serre. Dakar doit repenser sa ville, elle doit la repenser en tenant compte de ces éléments. Et en réhabilitant l'hôtel de ville, la ville s'inscrit tout à fait dans cette logique-là, de construction durable et surtout de transmission des biens d'une génération à une autre. Voilà, la ville aussi est engagée dans un projet de repenser son centre-ville avec ses partenaires du Maroc. On m'avait demandé de faire court. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Madame Jouka. C'était très intéressant d'avoir ce point de vue-là des efforts menés par la ville de Dakar. Ça a été très concret, donc merci beaucoup. On va aller voir du côté maintenant des points de vue des entreprises, donc avec Eiffage Sénégal qui est aussi parmi nous aujourd'hui. Madame Keïta, enfin Missira, si vous êtes toujours là, je vous invite à partager votre écran et vous avez 8 minutes pour intervenir. Merci.
Miss Ira, si vous êtes toujours là. Enfin, je vous vois là, mais... Ah, Et j'ai bien suivi l'intervention d'Annie Jouga. Je vous partage tout de suite l'écran. 2 petites minutes et puis ça va être bon. Voilà, vous me dites. c'est bon, il faut juste la mettre en grand écran. Voilà, parfait. Voilà. Alors, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Mon propos va être assez ciblé sur la question du plaidoyer bas carbone en amont des projets. Pour camper un petit peu le décor, je pense que tout le monde en a parlé. Nous sommes dans une situation urgente et actuellement, le groupe Eiffage et Eiffage Sénégal a décidé de s'engager dans une stratégie bas carbone pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et cette stratégie, en fait, ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est une stratégie qui veut s'inscrire dans la durabilité. Ça veut dire quoi concrètement? L'idée est d'incorporer justement ces enjeux de développement durable à la fois donc, dans son business model afin d'améliorer l'impact de ses activités commerciales. Ça, c'est un point très, très important pour nous. Le deuxième point, évidemment, nous ne pouvons pas avoir ce type de démarche sans pour autant finalement s'inscrire dans une stratégie nationale. Annie Jouga en a parlé, l'interlocuteur Jonathan en a parlé avant. Nous avons une contribution déterminée nationale qui découle donc de l'accord de Paris, où nous avons pris des engagements en termes de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030. Annie Jouga a parlé effectivement du plan climat-énergie territorial, qui est également un engagement fort pris par la ville de Dakar. Et il y a, je dirais, en troisième lieu, un grand projet en cours de l'État pour réhabiliter une décharge que nous avons ici, qui s'appelle la décharge Lunbebeus. Donc, c'était un peu pour camper le décor sur les objectifs climatiques au Sénégal. Pourquoi est-ce que finalement on s'est engagé dans ce type de plaidoyer bas carbone? Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. L'idée, c'est qu'effectivement, on veut initier une mutation progressive des modèles économiques pour, comme je vous l'ai dit, inclure ces enjeux climatiques dans les échanges commerciaux. Donc, encore une fois, s'inscrire dans une durabilité de notre engagement à ce niveau. Mais notre idée également, donc tout ça donc pour transformer nos business models. Et l'idée est aussi d'introduire systématiquement des critères de développement durable dans le choix des lauréats des appels d'offres. Ça, c'est un aspect très, très, très important. En troisième point, ce que nous souhaitons faire, c'est d'inciter nos clients et nos donneurs d'ordre à lancer des appels d'offres de projets de développement durable, donc de bâtiments en terre, en éolien, en photovoltaïque, et surtout d'inciter ces clients et ces donneurs d'ordre à nous autoriser à faire des variantes bas carbone dans les appels d'offres, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et nous allons un petit peu rentrer dans les détails. Donc, ce plaidoyer, pour nous, il a du sens. Pourquoi? Parce que finalement, on s'est rendu compte que 80% de nos émissions de gaz à effet de serre se retrouvaient, quand vous regardez le schéma sous les yeux, se retrouvaient surtout dans le scope 3. Et ce scope 3, c'est quoi? C'est un scope finalement qui correspond à tous les matériaux auxquels nous faisons appel et que nous obtenons de la part de nos fournisseurs. Mais ce scope 3, c'est également toutes les caractéristiques qui sont données par les clients lorsque vous réalisez un ouvrage, un bâtiment durable. Donc finalement, il y avait une certaine cohérence pour nous de nous lancer dans un plaidoyer auprès de ces parties prenantes clés afin justement de les amener à intégrer beaucoup plus de critères de développement durable dans les appels d'offres. Je voulais juste attirer votre attention également sur un sujet d'actualité qui concerne la taxonomie européenne.
qui est aujourd'hui un outil de classification des activités économiques. Donc, c'est une taxonomie lancée par l'Union européenne et qui permet justement d'inciter les acteurs économiques à contribuer aux objectifs de développement durable. Ça, c'est un outil également qui va permettre, je dirais, de booster toute cette question autour de la construction durable. En matière de programme, un petit rappel de ce plaidoyer. Ce plaidoyer, cet engagement, il s'est traduit par un accompagnement d'un certain nombre de programmes sur lesquels nous sommes. La ville de Dakar, d'ailleurs, nous avons donc un module de formation sur les causes et conséquences du dérèglement climatique que nous avons conçu en interne, que nous avons déployé en interne, mais également que nous avons partagé avec nos parties prenantes, dont la ville de Dakar, avec l'image que vous pouvez voir à droite, où nous avons pendant 3 jours formé les équipes techniques de la ville de Dakar en partageant avec eux, je dirais, un certain nombre de modules de formation, dont celui sur les causes et conséquences du changement climatique. Nous avons accompagné aussi un programme qui s'appelle le City Lab Sénégal. C'est un programme commun à Make Sense Africa et au Conseil présidentiel de l'Afrique et qui permet de faire émerger en fait des projets multi-acteurs autour de la ville durable. En interne, évidemment, au même titre que la formation de nos collaborateurs, nous avons lancé un challenge d'idées bas carbone pour nos salariés. Et je voudrais également vous interpeller sur une plateforme en fait carbone et climat qui permet d'inscrire des solutions autour de solutions bas carbone et ce qui nous permet un petit peu de mettre en évidence, en exergue des PME, des startups qui ont des solutions innovantes et justement parce qu'on est convaincu que c'est avec un ensemble d'acteurs locaux, avec des innovations locales que l'on pourra également tendre vers des constructions durables. Notre stratégie, elle s'inscrit autour de 8 piliers et ces 8 piliers, sans rentrer trop dans le détail, sont des piliers clés qui nous permettent véritablement de mener, je dirais, des projets clés. Donc, que ce soit en termes d'écomobilité, de conception et de matériaux durables, d'économie circulaire, de biodiversité, de végétalisation, de gestion de l'eau, de qualité de vie et de nouveaux usages, et également de performance énergétique. Alors, le sujet clé sur lequel je voulais insister, c'était la question des appels d'offres bas carbone. La question des appels d'offres bas carbone, donc nous savons qu'il y a déjà des projets en cours. Aujourd'hui, nous avons je dirais des opérateurs aujourd'hui qui travaillent sur cette question, par exemple, de réduction des gaz à effet de serre en termes de matériaux de construction. Donc, Annie Jouga en a parlé, on parle de rénovation de bâtiments, ça c'est très important. Donc, il y a eu des rénovations qui ont été faites, je dirais, là on a cité le marché Carmel et l'église de Saint-Louis, qui étaient des bâtiments, des rénovations en terre cuite. Et la question de matériaux inertes thermiques, comme la terre cuite, comme la terre crue, ce sont des sujets sur lesquels nous nous intéressons fortement et nous essayons de pousser dans ce sens pour un certain nombre de constructions qui nous concernent directement, mais qui font partie de véritables aussi solutions bas carbone. Et un autre petit exemple que je voulais partager, c'est justement pour essayer de mettre en avant l'ensemble de ces PME et PMI qui travaillent et qui offrent aussi des solutions très intéressantes en matière de bas carbone, donc des briques en terre cuite, des briques en terre cuite, la revalorisation de déchets également, qui est un aspect important. D'un point de vue d'un acteur privé comme nous avons pu constater un certain nombre de points bloquants à la construction bas carbone. Et très clairement, ces points bloquants, ils interviennent, comme je vous le disais, en phase appel d'offres. Ce que l'on a pu constater de manière détaillée, c'est que globalement, sur les appels d'offres, nous n'avons pas beaucoup de prise en compte du développement durable en phase conception. Quand on regarde les projets, le cahier des charges des projets, il y a très peu d'études techniques qui sont faites en amont des projets qui vont, par exemple, incorporer de l'éco-conception, donc un bilan carbone en amont du projet ou alors des questions liées au biomimétisme des projets. Et là, l'enjeu majeur est lié donc, je dirais, à la formation technique sur ces sujets
de développement durable, d'où ce déploiement de formations que l'on essaie d'avoir avec nos parties prenantes et de recours également à des études, ça c'est très important, de recours justement à ce type d'études pour pouvoir incorporer dès la phase conception, je dirais, des études techniques dans ce sens. Une grande composante importante aussi, c'est l'interdiction de variantes. Donc, vous devez répondre au cahier des charges du donneur d'ordre, mais vous n'avez souvent pas la possibilité de pouvoir faire des variantes en phase d'appel d'offres. Et ces variantes, ce qui est important, c'est qu'elles sont toujours source d'innovation, elles peuvent être source d'innovation, notamment environnementale. Donc, cette question des variantes est très, très, très importante. Et aujourd'hui, nous faisons des plaidoyers auprès des acteurs, des donneurs d'ordre du secteur public pour que l'on puisse incorporer, je dirais, dans ces codes de marché, dans ces appels d'offres, cette notion des variantes. Ensuite, le deuxième point important, c'est la montée en compétence de l'écosystème. Très important, puisqu'on a pu constater qu'un point bloquant important à l'intégration justement de ces questions-là, c'était la question des compétences. Et il n'y a pas beaucoup finalement de partage d'expérience entre les différents acteurs du BTP. On parlait justement de bonnes pratiques précédemment, et ça c'est un point clé. Et l'idée c'est il faudrait qu'on puisse resserrer les liens entre les entreprises de grande taille, mais également de petite taille. C'est très important. Donc, des pistes de propositions que nous avons, c'est de promouvoir justement les chantiers écoles, de resserrer les liens également avec tous les acteurs qui font des investissements sur des programmes d'incubation et de créer des programmes justement d'accompagnement public-privé, comme on est actuellement en train de le faire à travers ce fameux programme du CityLab. Autre point également bloquant, c'est la non-éligibilité de start-up et de PME au niveau des marchés de premier rang. Ils ont beaucoup de mal à candidater et à pouvoir obtenir des marchés. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ces marchés publics à des petits montants, et ce qui fait que ces start-up et ces PME, elles pourraient candidater. Donc il faudrait baisser le seuil justement de réponse à ces offres spontanées. Ça, c'est un point clé. Et l'autre point, c'est d'avoir beaucoup plus de formation pour aider le secteur privé à concevoir des stratégies justement de durabilité. Et pour cela, on a des acteurs, des centres de formation spécifiques dans le BTP qui pourraient complètement intervenir sur cet aspect-là. Donc, le troisième point sur lequel je voulais également insister, c'est l'intégration de ces stratégies de durabilité dans les appels d'offres, c'est ce que je vous disais. Donc, vraiment intégrer complètement ces stratégies avec des contenus beaucoup plus détaillés, donc dès la phase de CCTP. Donc, comme je vous avais dit, la contribution déterminée nationale est là. Il existe des solutions bas carbone, mais il faudrait, encore une fois, que ce soit complètement intégré dans les appels d'offres. La mieux-disance environnementale aussi, on s'est rendu compte que finalement, là également où on pourrait améliorer les conceptions de construction durable, c'est aussi d'intégrer et de rajouter des critères environnementaux dans la qualification, donc dans les critères de qualification des offres. Ça, et ces critères, qu'on ait des critères peut-être optionnels de développement durable dans le cahier des charges, directement des appels d'offres. Donc, ça veut dire que le candidat, quel qu'il soit, il pourra proposer des solutions de recyclage ou ils pourront démontrer, par exemple, qu'ils ont mené un certain nombre d'actions de protection de l'environnement ou incorporer des actions RSE de leur projet. Je vais m'en arrêter là pour pouvoir respecter le timing des 8 minutes et je vous remercie pour votre écoute. You are muted, Eva. Oh là là, merci. Je disais oui, un grand merci, Monsieur Rapp, pour cette intervention qui était très claire et qui était notamment intéressante pour la mise en lumière des points bloquants qui peuvent exister et aussi des types de solutions qu'on peut avoir
pour remédier à ces points bloquants, notamment le partage des bonnes pratiques, le partage des connaissances, d'expertise, qui est un peu sur quoi on essaye de travailler au sein de ces coalitions Climate Change également. Je me demandais justement, Miss Sierra, si vous souhaiteriez juste faire un petit retour d'expérience sur le travail des FAGE Sénégal avec la ville de Dakar, juste tant que vous êtes encore toutes les deux là. Parce que vous en avez peut-être parlé très rapidement, mais peut-être faire un petit retour d'expérience sur justement comment FH Sénégal a pu travailler avec la ville de Dakar. Alors, ce que l'on a fait, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de plaidoyer auprès des parties prenantes. Donc, on avait identifié la ville de Dakar comme une partie prenante essentielle. Et donc, on a approché la ville de Dakar pour lui proposer, comme je vous le disais, à ses équipes techniques, de parler du sujet du changement et du dérèglement climatique. On va parler de dérèglement climatique. Et parce qu'on avait, comme je vous l'ai dit, conçu un module en interne sur le sujet, en français et en wolof. Et finalement, en approchant la ville de Dakar, on a formaté une séance de 3 jours avec des modules de formation. On a fait intervenir un certain nombre d'expertises internes à notre entreprise. Mais vous voyez que la porte d'entrée, elle a été finalement de partager avec la ville de Dakar un module de formation sur le changement et le dérèglement climatique. Et tout ceci a fait que finalement, ça ne s'est pas vraiment arrêté là. Annie Jouga, tu es peut-être sûrement au courant, c'est-à-dire que derrière tout ça, on avait imaginé justement avec la réhabilitation de l'hôtel de ville que nous avons mené, de pouvoir associer cette réhabilitation avec un aménagement juste à côté justement du jardin de l'hôtel de ville en incorporant tout un ensemble de projets autour de l'économie circulaire. Donc voilà, ça avait un petit peu interpellé les équipes techniques de la ville de Dakar en termes de recyclage, d'économie circulaire. Donc je dirais que la conscientisation s'est faite. Ça a permis effectivement d'ouvrir les esprits sur justement cette question autour de l'économie circulaire. Et voilà, donc l'idée derrière, c'est de voir après comment mener des projets vraiment communs, structurants avec la ville de Dakar. Et voilà, donc c'est vraiment à travers ces plaidoyers, je pense qu'on va pouvoir faire des projets pilotes. J'aime beaucoup cette notion de projet pilote parce que finalement, il faut bien commencer par quelque chose et mener déjà des petits projets pilotes, ça permet de faire avancer les choses et puis de créer un effet d'entraînement derrière. Merci beaucoup pour ce complément d'information, Sierra, c'était très éclairant. Et je pense que oui, c'est important de parler de projets concrets. Et c'était notamment tout le travail qu'on a fait cette année avec l'appel à contribution qu'on a mené pour l'année 2021 et pour notre sommet Climate Change qui devait avoir lieu à Dakar. Et c'est notamment lors de cet appel à contribution qu'on a repéré 2 projets concrets aussi. Un, du coup, qu'on va... ces 2 projets en fait ont soumis des vidéos qui ont été comme des pitchs qu'on va pouvoir vous partager maintenant à l'instant. Mais on a aussi 2 représentants de ces 2 projets également qui vont nous faire part de quelques compléments aussi d'informations. Si Hélène est toujours là et Monsieur Kamal aussi. Je vais commencer plutôt par l'ADEME pour diffuser la vidéo qui avait été envoyée et après on sera ravis de vous écouter sur les quelques mots de plus que vous aurez à dire sur le projet. Donc je vais partager tout de suite. Ah, parce qu'en plus, on aurait bien voulu avoir Monsieur John avec nous aujourd'hui pour pouvoir amener aussi son témoignage, mais cela nous permettra de l'écouter dans la vidéo. Donc, je vous partage ça tout de suite. Bon. Depuis plusieurs années, décennies, le typhon australis, un oiseau invasif à croissance rapide, prolifère dans le bassin du fleuve Sénégal et génère de nombreux problèmes tels que l'obstruction des canaux d'irrigation, l'envahissement des zones de pêche, la prolifération de moustiques et la destruction de la biodiversité.
Le programme TICAO, TIFA Combustible Construction en Afrique de l'Est, a pour ambition la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la demande énergétique et la déforestation en accord avec les politiques environnementales du Sénégal et de la Mauritanie. Depuis 2011, le GRET travaille en partenariat avec l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso sur la valorisation du TIFA comme biocombustible renouvelable et alternatif au charbon de bois pour les activités de cuisson. Après plusieurs étapes de recherche et développement, 2 techniques de production ont été retenues. Une production artisanale à base de TIFA, de gomme arabique et d'eau. Le GRET accompagne 2 groupements communautaires qui produisent chacun 700 kg de combustible par mois au Sénégal. Une production semi-industrielle à base de TIFA et de balles de riz, dont une ligne de production est en cours d'installation à Rosso en Mauritanie. À terme, elle devrait permettre la production de 80 tonnes de biocombustible par mois. L'utilisation d'1 tonne de ce biocombustible TIFA à la place du charbon de bois permet d'éviter la coupe de 7 tonnes de bois et l'émission de 10 tonnes de CO2. Plusieurs partenaires joignent leurs compétences et savoir-faire pour le développement des matériaux à base de TIFA, terre TIFA, isolant thermique, etc. À travers cette valorisation de TIFA en matériaux biosourcés locaux, couplée à la conception bioclimatique des bâtiments, nous permet de séquestrer le carbone, développer une économie circulaire et proposer des habitats sahéliens adaptés au climat local avec un bon confort thermique. Promouvoir ces matériaux innovants, partager ses connaissances et savoir-faire à travers des chantiers démonstrateurs de construction de bâtiments permet ou favorise la montée en puissance des acteurs sénégalais et mauritaniens. En résumé, il s'agit d'une approche globale qui prend en compte une meilleure connaissance de la plante et vise à répondre aux besoins des territoires. À travers le développement de 2 filières de valorisation du TIFA, comme combustible biomasse renouvelable et comme matériau de construction local et biosourcé en lien avec une démarche plus large de conception de bâtiments bioclimatiques, le programme TICAO contribue activement à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ses conséquences. Oui, donc merci encore pour cette super vidéo. Je vais mettre le lien dans le chat pour tout le monde qui souhaiterait la retrouver dans le pitch corner de Climate Chance. Et je donne maintenant la parole à Hélène, si vous souhaitez compléter un peu et peut-être expliquer à nouveau à vive voix ce projet. Merci. Merci. Merci Eva. Oui, bonjour à tous. Bon, comme on a projeté la vidéo, moi j'ai considéré que j'avais 2-3 minutes de parole, donc honnêtement, je n'ai pas préparé grand-chose. Je voulais insister peut-être sur 2 points importants. D'une part, l'intérêt des matériaux biosourcés et à base de TIFA en particulier. Hein. D'une part, comme matériaux qui se substituent à des matériaux issus de produits fossiles ou bien de carrières hein, et qui sont fortement émetteurs lors de leur cycle de production. Et aussi le caractère de stockage de carbone des matériaux biosourcés en général. Et d'autre part, par rapport au TIFA aussi, l'intérêt de ces caractéristiques hygrothermiques et au titre de matériaux isolants et en particulier pour le confort des habitants. Donc, c'est quand même des caractéristiques qui sont très, très intéressantes et qui méritent d'être mises en avant dans les pays à climat chaud en particulier. Donc, le projet TICAO, comme vous l'avez vu, s'adresse au Sénégal et à la Mauritanie. C'est un projet, comme vous l'avez vu aussi à travers la vidéo, qui mobilise de nombreux partenaires, de nombreux acteurs, à la fois institutionnels, entreprises, ONG donc, et universitaires également. Donc, il y a un gros réseau de chercheurs des 3 pays qui sont mobilisés à travers ce projet. Donc, le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est l'aspect filière. Parce que tout ce travail-là nécessite vraiment une approche systémique donc, et de commencer à réfléchir vraiment sur la partie amont, la mobilisation de la plante. Donc, une meilleure connaissance déjà de la plante TIFA, c'est une ressource sauvage. Donc, il y a tout un travail aussi de meilleure connaissance et d'appropriation et puis de meilleurs systèmes de collecte, de récolte de la plante aussi en concertation avec les populations locales, effectivement. Donc, il y a tout un travail aussi sur la gestion sur le terrain et la préparation de la plante aussi
avant la transformation, avant la valorisation. Donc, mettre en place aussi des plateformes logistiques de séchage, de préparation, de broyage de ce matériau en vue des différentes filières, que ce soit en ce qui nous concerne le combustible et les matériaux de construction, mais il peut y avoir aussi d'autres valorisations possibles. Il en existe sur la vallée du fleuve, comme des produits d'alimentation animale, comme pour la méthanisation. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités avec le TIFA, est vraiment une ressource importante. Donc au-delà de ça, il y a un gros travail aussi de développement des matériaux eux-mêmes. Donc le matériau à base de terre TIFA, comme il a été dit, puis d'autres types de matériaux, des bétons TIFA, du TIFA seul. Donc plusieurs types de matériaux peuvent être développés et qui doivent être normalisés, homologués. Donc il y a tout un travail aussi afin d'assurer aussi la normalisation de ces matériaux et l'utilisation dans les filières ensuite. Donc ensuite, tout le travail derrière de bâtiments de démonstration aussi pour avoir des bâtiments vitrines et montrer l'intérêt de ces matériaux à travers différentes applications. Donc on peut vraiment construire de modernes et de beaux bâtiments avec des matériaux biosourcés locaux. Et ensuite, tout le travail de capitalisation, de dissémination de ces travaux. Donc, et voilà, et puis le marketing, enfin voilà, toute cette approche globale qui est nécessaire et indispensable si on veut réussir à développer ces filières. Merci. Merci Hélène. Et je vois tout de suite en fait que Jonathan vient de poser une question dans le chat pour vous. Jonathan, je la relis ou tu veux? Non, je veux bien justement peut-être en parler parce que moi, je crois en tout cas de mon expérience, un des gros problèmes, c'est que voilà, on vient avec beaucoup de solutions innovantes et des très bonnes solutions des fois. Mais la problématique souvent, c'est qu'on s'arrête au niveau du prototype parce que pour faire en sorte ensuite que ça passe dans le marché, que ça soit accepté par les normes de la construction, que ce soit intégré dans les codes et tout ça, c'est là où souvent la grosse difficulté, je pense, pour ces matériaux nouveaux. Et alors, je me demandais comment ça se passait au Sénégal avec justement le TIFA comme matériau de construction et comment voilà, vous avez pu l'intégrer. Est-ce que déjà, je veux dire, il y a une production commerciale en vue? Parce qu'au final, l'idée quand même, c'est probablement de pouvoir mettre ça sur le marché pour qu'on voilà, on aille plutôt vers ces matériaux-là que certains autres qui sont utilisés aujourd'hui, qui ont peut-être un effet plus important sur l'environnement et sur le climat. Mais je demande ça parce que, notamment, moi, j'ai travaillé avec des gens au Ghana qui ont développé une technologie à base des déchets des noix de coco, qui ont développé quelque chose qui est très intéressant, mais ils ont une difficulté énorme maintenant pour l'amener à la prochaine étape, justement, où voilà, ça peut venir sur le marché et ce soit, on va dire, approuvé légalement au niveau des standards de la normalisation. Je vous ai entendu parler de normalisation, mais voilà, je voulais savoir un petit peu s'il y avait le même genre de challenge au Sénégal et quel est un peu le retour d'expérience là-dessus éventuellement. C'est une question très intéressante, effectivement. Ça fait partie des grands enjeux aussi de ce type de projet. Donc, effectivement, pour l'instant, je vous ai dit, il y a plusieurs développements de matériaux et ils sont à des stades de développement différents. Donc, ceux qui sont le plus mûrs, le plus avancés, ce sont les matériaux à base de terre TIFA. Donc, ils sont produits déjà depuis plusieurs années puisque le projet TICAO lui-même est basé sur l'existence, sur des expériences précédentes qui avaient été menées sous la coordination d'Ernest Dione, justement du ministère de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, qui est aussi membre de la Global ABC, qui représente le Sénégal à la Global ABC, et qui avait travaillé sur un projet national de développement de matériaux de transfert de technologie à base de TIFA, donc matériaux terre TIFA. Et donc, des différents types de matériaux ont été travaillés, testés, et ça s'est terminé avec une réalisation qui est un ensemble de bâtiments plutôt, qui constitue l'éco-pavillon de Diamniadio, donc qui est basé, comme son nom l'indique, sur la zone de développement nouvelle de Diamniadio. Donc c'est un ensemble de bâtiments qui se veut un peu représentatif de diverses constructions qui peuvent être mises en place au Sénégal. Donc il y a un bâtiment de stockage agricole, il y a un bâtiment type salle de classe, salle de réunion, il y a un bâtiment type logement sur une parcelle type sénégalaise. Voilà, et puis un atelier également. Donc tout ça en utilisant des matériaux TIFA de différents types, à la fois des blocs, à la fois des enduits, à la fois aussi des matériaux d'isolation, des ourdis de TIFA, donc histoire de tester et puis de montrer aussi ce qu'on peut faire avec ce type de matériaux. Par ailleurs,
la difficulté qu'on a, c'est la difficulté qu'il y a eu aussi avec, un petit peu avec la brique de terre compressée, donc la BTC, hein, donc de faire adopter aussi ces bâtiments lorsqu'ils ne sont pas complètement normalisés, standardisés. Il y a des discussions aussi avec les autorités pour faire passer ça au niveau des nouveaux des bâtiments qui sont construits. Enfin, là, je pense que Ernest ou Doudou Dem de la Société élémentaire en parlerait mieux que moi, donc toutes les discussions qu'ils ont eues pour faire accepter justement l'extension de l'hôtel Jolof, par exemple, selon ces normes-là. Donc, il y a eu toute une discussion aussi avec les sociétés de contrôle pour que ce soit accepté de passer par ces constructions un petit peu nouvelles. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc, oui, ce qui est important aussi, ce sur quoi nous sommes vigilants au travers d'ICAO, c'est effectivement de travailler sur tout cet environnement normatif et réglementaire. Donc, nous participons aussi aux travaux qui sont en cours sur l'élaboration d'une réglementation thermique et environnementale au Sénégal. Ça, c'est en lien aussi avec un programme plus large sur l'efficacité énergétique des bâtiments qui est mené au niveau international avec l'Agence française de développement et la coopération allemande, la GIZ. Donc, il y a un gros travail d'accompagnement des autorités sénégalaises pour la mise en place de cette réglementation qui à la fois veut travailler sur les aspects efficacité énergétique du bâtiment, mais également aussi sur les aspects environnementaux avec la prise en compte de ce type de matériaux. Donc ça, c'est très important parce que ça permet aussi de faire évoluer les choses faire évoluer les choses, pardon, et de permettre d'intégrer aussi ces nouveaux matériaux. Et on insiste aussi auprès des maîtres d'ouvrage, donc avec un gros travail de sensibilisation aussi pour l'intégration de la possibilité d'utiliser ces matériaux dans les cahiers des charges aussi, dans leurs prescriptions, dans leurs appels d'offres. Ça, c'est très, très important. Ce qui fait qu'aussi, au titre de l'ADEME, aussi dans le cadre aussi de ce programme PIB, nous avons lancé là, avant l'été un appel d'offres, un appel à projet sur les bâtiments durables au Sénégal. Donc l'idée, c'est de faire émerger 2-3 projets de promoteurs, qu'ils soient publics ou privés au Sénégal, qui soient d'une part porteurs de projets pilotes, donc qui intègrent des préceptes bioclimatiques d'une part, si possible aussi avec des matériaux innovants, et également qui soient intéressés pour avoir une assistance technique pour renforcer leurs compétences et mettre en place aussi tout cet arsenal aussi en interne de prescriptions techniques, de cahiers des charges, etc., qui permettent d'utiliser ces préceptes dans leur construction qui sont au quotidien, lorsqu'ils construisent beaucoup, et également de les appliquer à leurs prestataires. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire avancer la cause et de diffuser au maximum. Et puis, voilà. Ok, merci beaucoup Hélène, et ça a fait un bel échange. Mais il y a justement une autre question qu'on a reçue dans le chat de M. Granier de la voûte nubienne, il me semble, qui a demandé justement comment concilier la réduction ou la disparition d'une plante invasive à fort pouvoir de nuisance et son utilisation sur le long terme dans les filières vertes. Je ne sais pas si vous avez entendu toute la question, mais peut-être que M. Granier peut même la reposer à l'oral directement s'il le souhaite. Je crois que j'ai à peu près compris. Oui. Si le DIFA, comme il a été dit dans la vidéo au tout départ, c'est une plante qui est envahissante. Hein. Donc, depuis 40 ans maintenant, 30-40 ans, elle pose vraiment de gros problèmes sur le fleuve Sénégal, donc avec des impacts en termes de sanitaire, d'accès à l'eau pour les villageois, pour la pêche, etc. Donc, il y a vraiment c'est un gros problème sur la zone, pour la vie locale. Et de gros efforts ont été entrepris depuis plusieurs années pour essayer de l'éradiquer. Mais effectivement, c'est une plante qui est résistante, qui est robuste, qui repousse chaque fois qu'on la coupe. Donc là, on est en train aussi de travailler aussi sur l'évaluation des surfaces occupées, parce que les chiffres varient entre 100 et 120 000 hectares des deux côtés des rives Sénégal qui sont envahis par le TIFA. Donc nous, notre idée, modestement, parce que le TICAO n'a pas l'ambition de contrôler le TIFA, mais c'est de pouvoir mettre en place des cadres de concertation et puis de sécuriser un approvisionnement par rapport aux besoins qu'on aurait pour nos différents usages de valorisation, en particulier pour la construction. Donc, l'idée, c'est que, vu la quantité de TIFA, on n'a aucune inquiétude sur les possibilités en termes de matières mobilisables. Après, c'est tout un problème de logistique et c'est aussi de mobilisation de la ressource, de récolte, etc., qu'il faut améliorer.
Mais l'idée, c'est de pouvoir réserver des zones qui soient dédiées un petit peu à la gestion du TIFA pour la valorisation, donc avec des périodes de pousse, de recoupe, etc. Et d'autres zones comme les canaux, etc., sur lesquels il faut carrément l'enlever, l'éradiquer. Il faut avoir des systèmes qui puissent se débarrasser du TIFA parce que c'est vraiment une nuisance. Donc, l'idée, c'est de pouvoir concilier d'une part la valorisation sur certaines zones, d'autre part l'éradication quand c'est possible. Ok, merci beaucoup Hélène. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, je pense. Et c'était très intéressant de voir qu'on a pu avoir beaucoup de rebondissements sur ce projet-là. Et comme j'ai dit, tous les participants peuvent retrouver la vidéo elle-même dans le Pitch Corner que j'ai bien partagé dans le chat. Donc, merci beaucoup. Et on va maintenant passer au deuxième pitch. Il nous reste, je préviens, une quinzaine de minutes avant la fin de cet atelier. Donc, on va faire appel à Kamal. Une petite précision, si tu me permets. Ah oui, oui, oui. Allez-y, Missa. Je voulais justement, dans le cadre du projet TICAO, comme nous avons été sollicités, puisque nous avons des travaux dans le Nord d'éradication du TIFA. Donc, vous voyez, là, nous, voilà, on a des cahiers des charges qui nous demandent d'éradiquer, mais qui ne nous demandent pas de revaloriser. Donc, voilà un petit peu le genre de projet auquel on répond. Et effectivement, le cahier des charges d'éradication du TIFA nous demande de couper le TIFA à une certaine hauteur, et ce qui fait que derrière, des projets comme le TICAO ne peuvent pas finalement réutiliser ce TIFA parce que dans notre cahier des charges, on nous spécifie de le couper d'une certaine manière et derrière, ils ne peuvent pas le revaloriser. Donc, c'est juste pour vous dire que voilà, quand je parlais de notion de développement durable, d'incorporation de solutions bas carbone dans les cahiers des charges, nous, des fois, voilà, on est confrontés à ce type de situation. Nous faisons du focardage et c'est du focardage qui éradique le TIFA, très concrètement. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Ok, donc on va pouvoir passer à la deuxième vidéo, au deuxième pitch qui a été repéré via notre appel à contribution. Monsieur Kamal, je vois que vous êtes bien là, installé. Vous allez pouvoir allumer votre micro et vous pouvez prendre 5 minutes pour présenter le nouveau procédé. Je vous donne la parole. Merci. Donc, je vais devoir partager avec vous une présentation. Ensuite. Une PowerPoint? Ah oui, d'accord. OK. Parfait. Donc, merci. Donc, mesdames et messieurs, suite à l'appel à contribution du Sommet Climate Change, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter très rapidement une variante bas carbone, justement pour contenir les 1,5 à 2 degrés à l'horizon 2050. Donc, c'est une solution écologique intitulée NTIB, Nouvelle Technologie Internationale de Bâtiment. Donc, un petit rappel, comme vous le savez, le bâtiment est l'un des secteurs les plus pollueurs dans le monde. Il est responsable de 38% des émissions des GES et 40% de l'énergie finale consommée. C'est aussi un secteur du bâtiment qui génère des milliards de tonnes de déchets par an, provenant des travaux de destruction. Donc, vous verrez par la suite que ça agit aussi bien sur la phase en aval du cycle de vie. C'est une solution innovante qui est fruit de plusieurs années en recherche et développement et qui vise une réduction très importante de l'empreinte carbone du bâtiment. C'est un procédé qui est breveté en France et à l'international. D'un point de vue faisabilité technique, il a été validé et approuvé par le Centre scientifique technique de bâtiment en France et par le Bureau de contrôle d'Écran Inspection. Donc, on a sollicité également 2 cabinets spécialisés dans les études environnementales en France, donc à savoir Elodie CSTB et EVA Conseil. Et on a reçu aujourd'hui un rapport d'ACV, analyse de cycle de vie comparative. Donc, de quoi est caractérisé le plancher mix NTIB? Comment il se distingue par rapport aux autres types de planchers? Donc, il ne nécessite aucune utilisation d'été, même pour des portées allant jusqu'à 12 mètres. Il utilise un coffrage non perdu et il est réutilisable au niveau de l'ensemble des planchers, ce qui permet une intervention immédiate des équipes d'élo secondaire et maçonnerie, et cela se traduit par un gain substantiel en termes de délai d'exécution. Donc, le majeur atout réside du fait qu'il permet un poids réduit des grosses œuvres qui peut aller jusqu'à 50% pour des immeubles grande hauteur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une économie d'échelle parce que ça fait intervenir les descentes de charge, et ce, tout en assurant une meilleure stabilité de la structure.
Alors, comment le procédé NTIB arrive ou permet la réduction des volumes de béton et les quantités d'acier? Donc, tout simplement, comme c'est un plancher mixte, il utilise une dalle de compression en béton de seulement 8 cm d'épaisseur au lieu de 20 à 25 cm, qui est chose habituelle dans les planchers classiques. Donc, pour illustrer un exemple d'une étude de cas pour un projet d'un immeuble en R+10 avec sous-sol, a démontré une réduction du poids du béton de l'ordre de 37% et une économie en acier de l'ordre de 17%. Donc, on verra par la suite comment ça se traduit au niveau des indicateurs écologiques. Donc, passons d'abord par quantifier les économies occasionnées par l'utilisation du procédé NTIB. Donc, sur l'histogramme, on voit très rapidement les économies occasionnées pour le béton, pour le ciment et pour l'acier. Donc, ça revient à dire que l'utilisation du NTIB comme variante bas carbone de plancher économiserait une consommation annuelle estimée à 1,330 milliard de tonnes pour le béton, 480 millions de tonnes pour le ciment et 200 millions de tonnes pour l'acier, et ce, annuellement. Bien entendu, en termes d'économie en ressources naturelles, donc si on serait ramené à généraliser l'utilisation de la variante du procédé NTIB, des économies seront en vue, notamment en ressources naturelles telles que l'agrégat, sable et eau. Donc, comme exemple, à l'échelle annuelle, donc, il y aurait une économie de 1,590 milliard de tonnes annuelles, 10 milliards de tonnes d'économies par an et 240 millions de mètres cubes à économiser annuellement, sachant que la pénurie d'eau et le stress hydrique commencent à prendre de l'ampleur. Alors, comme données écologiques suite aux réductions des quantités de béton par le procédé NTIB, donc cette solution vient contribuer justement à une réduction drastique des émissions de CO2 dans le bâtiment. Donc, vous verrez sur cet histogramme l'économie annuelle en CO2, donc pour chaque type de matériau. Donc, on prend le plus essentiel, c'est le béton, c'est 420 millions d'économies en tonnes équivalent CO2 par an. Le ciment, du fait qu'il intervient à plus de 90% en intensité carbone dans le béton, lui, est à 410 millions de tonnes équivalent CO2 annuel. En termes d'agrégat, il y a une économie en CO2 de l'ordre de 20 millions de tonnes équivalent CO2 annuel. Pareil pour le sable. Et puis, enfin, pour l'acier recyclé, 220 millions de tonnes équivalent CO2, donc à réduire annuellement grâce à l'utilisation du procédé NTIB. Alors, au-delà des avantages qu'on a vus auparavant, donc on retient un avantage technique, mais qui pourrait franchir des porte-à-faux allant jusqu'à 6 mètres. Donc cela, comme vous voyez un peu dans l'illustration, mais on peut aller au-delà de ces portées, on peut aller jusqu'à 6 mètres. Cela offrirait la possibilité aux architectes et aux maîtres d'ouvrage d'aménager des espaces végétalisés suspendus, et cela constituerait bien entendu de véritables puits de captage de CO2. Donc, on a vu tout au début de la présentation le caractère innovant du procédé breveté, qui fait rupture avec l'art antérieur. Donc, la solution reste une solution très économique par rapport au plancher conventionnel. Il est immédiatement opérationnel. On peut les utiliser désormais dans les projets de construction, que ce soit des tours résidentielles ou tertiaires. Il est simple, rapide, il est simple d'exécution et rapide dans sa facilité. Et toutes ces composantes qu'il utilise sont disponibles aujourd'hui partout dans le monde. Donc, c'est des profilés métalliques, des boîtes de coffrage et contreplaqués. Ce procédé ne vient nullement bousculer les modes de construction de la profession actuelle. Et il assure également un gain substantiel dans les délais d'exécution des projets en construction. Donc, on avait simulé sur un bâtiment en R+14 l'équivalent d'un gain de 25% sur le délai global du projet. Alors, si on arrivait à démocratiser cette variante NTIB dans les projets de construction à l'échelle mondiale, dans le secteur du bâtiment bien sûr, nous allons contribuer ensemble à la réduction significative de l'empreinte carbone du bâtiment et donc à la cause climatique mondiale.
Nous allons également réussir dès à présent à contribuer ensemble au défi mondial par une réduction significative de 2% des émissions globales de GES. Et enfin, nous allons réussir aussi à limiter ensemble la surexploitation connue aujourd'hui des ressources naturelles non renouvelables, à savoir l'eau, le sable et les agrégats. Et enfin, s'il y a un mot pour unir le commun des mortels, il devrait avoir comme nom écologie. Et je vous remercie pour la prise de parole. Super, merci beaucoup, Monsieur Kamal. C'était très bien présenté. Et pareil que tout à l'heure, je vous invite à l'ensemble des participants à aller voir la vidéo aussi qui a été envoyée sur ce nouveau procédé innovant de plancher mix. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des réactions de la part des autres intervenants sur ce pitch? Parce que c'est vrai que c'est un nouveau projet qu'on a un peu repéré cette année. Je ne sais pas s'il y a des réactions de la part des autres organisations, des autres intervenants qui sont là aujourd'hui. Ou des questions aussi de la part des participants, parce qu'en fait, il nous reste quelques minutes pour prendre des questions si vous en avez. Et on vous invite vraiment à profiter de ce moment d'interaction pour poser vos questions aux intervenants, que ce soit sur les pitchs ou sur les interventions précédentes également. Je crois que j'en avais repéré une d'ailleurs. Mais merci beaucoup, Kamal. Je vous en prie, c'est moi. Alors. Eva, c'est Jonathan. Oui. J'avais juste une question pour M. Kamal, parce que ce que je me posais comme question, c'est voilà, c'est une nouvelle technologie, mais alors est-ce que cette technologie est une technologie qui peut être transférée facilement à d'autres, et voilà, comment ça se passe en fait pour démocratiser cette technologie? Voilà, je me demandais un petit peu voilà, quels étaient les enfin, comment vous allez vous y prendre, ou quelle est la stratégie, on va dire, pour amener cette technologie au niveau global, ou la démocratiser, on va dire. Très bien. Donc aujourd'hui, comme on est dans un enjeu climatique mondial, justement, pour faire simple, on a pensé à ce que le prix déjà ne soit pas une contrainte pour les futurs acteurs. Donc c'est un prix de l'utilisation du procédé qui est aujourd'hui, on va dire, presque insignifiant pour faire profiter toute la communauté mondiale de ce procédé. Donc ça, d'une part. Alors pour faciliter justement l'accès à ce procédé, on a pensé, et c'est en cours de progression, à une plateforme digitale pour donner l'accès à tout acteur, que ce soit un promoteur, une entreprise, un architecte ou un bureau d'études, pour qu'il puisse un peu voir de lui-même les atouts et les avantages de ce procédé, et par la suite pouvoir passer commande justement pour lui donner le droit d'utilisation de ce procédé. Donc on a essayé de voir de la manière la plus simple le modèle qui conviendrait pour que ce soit accessible à tout le monde. Ok, donc, merci beaucoup. Ah pardon, je ne savais pas si… Oui, l'idée aussi, c'est qu'on est en train de prospecter pour des partenaires aujourd'hui pour réaliser un projet vitrine, notamment pour réaliser des tours, donc en Afrique comme à l'international, parce que le procédé, comme on l'avait précisé tout à l'heure, présente une économie d'échelle. Donc plus on est en hauteur, plus on fait économiser plus d'émissions de GES. Donc, un projet vitrine inviterait un peu toute la communauté mondiale et les acteurs de la filière à voir justement les retombées économiques, les retombées écologiques, grâce à une ACV comparative qu'on a anticipée avec le CSTB, département environnement, et un deuxième cabinet, et qui nous fait ressortir justement des chiffres très parlants. On est de l'ordre d'une réduction d'émissions de GES de 37%, incluant le béton et l'acier. Et aujourd'hui, tout le
monde est à la recherche de solutions pour la séquestration du CO2 et on voudrait s'inviter comme variante bas carbone, comme disait tout à l'heure dans le speech précédent, pour venir justement contribuer à cette trajectoire de neutralité carbone et pouvoir mettre une pierre à l'édifice pour assurer la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ok, merci. Et moi, je me demandais aussi par rapport ça rejoint un peu la question de Madame Keïta dans le chat. Est-ce que vous avez déjà repéré du coup un endroit ou un lieu de projet pilote pour mettre en place ce procédé? Quelles sont peut-être vos actions pour les prochains mois? D'accord. Il faut savoir que dans le groupe aussi, on développe pas mal de projets immobiliers, notamment à Marrakech, que vous connaissez peut-être tous. Donc, on est sur une opération immobilière d'une quarantaine de villas, dont on a commencé les premières avec un ensemble de solutions écologiques, incluant justement le procédé de plan chimique Saint-TIB. Donc, c'est des villas qui sont en cours. On a fait intégrer justement, parce qu'on a entendu parler tout à l'heure de la brique en terre comprimée. Donc, c'est des solutions qu'on a adoptées aussi dans le même projet, vu l'importance écologique, parce qu'on s'inscrit dans un référentiel qu'on intitule Habitat écologique intégré. C'est un référentiel en interne où on a établi un peu toutes les solutions existantes, plus les solutions développées en recherche et développement au sein de la société, propre à la société. Donc, avec ça, donc, notre filiale des projets immobiliers donc, assure un peu leurs projets en respectant notre référentiel écologique. Dans un deuxième temps, donc on a trouvé un terrain pour une tour qui fait R+28 à Rabat. C'est en cours de négociation avec notre partenaire, justement pour réaliser le premier projet de tour avec des toitures végétalisées allant jusqu'à 6 mètres. Donc, tout ça pour réussir le captage du CO2, comme vous l'avez bien remarqué sur la présentation de tout à l'heure. Et puis, on est ouvert pour différents types de partenariats, notamment en Afrique, pour passer aux négociations avec les partenaires et commencer à réaliser les premiers projets en Afrique. D'accord, merci. Et vraiment, juste une dernière question, si vous pouvez répondre en quelques secondes, voire une minute, d'Amadou Terra, qu'on a reçu dans le chat. C'est quel est le coût concrètement de cette nouvelle technologie par rapport à la technique classique? Donc, je vous laisse répondre. Entre le début et le temps, il faut compter au moins 20% de moins. Alors je reprends un peu pour la question économique. Donc, vous savez très bien que le plancher le plus utilisé, c'est la dalle pleine et le pose tension. Donc, à minima, entre le gain indirect qui provient du gain des délais d'exécution et puis le coût de la matière première qui vient être réduit de moitié aussi, donc on va être minimum à 20% de moins que le prix sur le marché de n'importe quel pays. Voilà. D'accord, merci. Alors, bien entendu, au-delà de cet aspect économique, il y a toujours un gain qui est très recherché, très convoité par les promoteurs qui souhaitent bien entendu livrer leur projet quelques mois avant. Donc ça, on sait faire parce qu'il n'y a pas d'été pour ceux qui connaissent un peu la construction. Il y a moins de temps à consacrer pour la prise de béton pour les planchers. Donc tout ça fait gagner du temps pour réussir les délais en un temps record. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et sur ce, on J'espère va… que j'ai répondu à votre question. Oui, je pense. Merci à vous. Merci. Donc oui, pour en venir justement à la conclusion maintenant, je pense que ça a été très intéressant en fait d'écouter plusieurs points de vue, que ce soit des côtés des entreprises, des collectivités africaines, de plus start-up et associations. On vous remercie vraiment tous et toutes d'avoir participé à cet atelier d'1h30 aujourd'hui et on vous donnera rendez-vous du coup l'année prochaine à Dakar en présentiel pour le Sommet Climate Change 2022. Donc oui, vraiment un grand merci à l'ensemble des intervenants et intervenantes. Et
Et je vous informe également que cet après-midi, ce sera en fait la plénière de clôture du sommet Climate Change Afrique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit et à venir écouter l'ensemble des interventions qu'on a de prévues, notamment la maire de Dakar sera présente, aussi la maire de Poitiers et plusieurs autres acteurs importants du monde climat. Donc, un grand merci à vous tous et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.